Bien, bonjour à vous. Merci de l'accueil. Donc, un mot que vous devriez retenir de l'heure, comme ça, ceux qui sont vraiment fatigués, vous me consacrez 20 secondes et après vous faites ce que vous voulez. Vous êtes obligés de réfléchir à la manière dont vous vous faites préférer de vos clients. Vos clients, ils ont bien d'autres choix que de venir vous voir à vous. Ils ont plein d'autres formes de vente. Ils ont plein d'autres enseignes. Ils ont aujourd'hui du offline et du online, c'est-à-dire du magasin physique et du web. Donc, ils ont 1000 façons de répondre à des besoins qu'ils ont au-delà simplement de vous. Donc, si vous ne réfléchissez pas à comment ils vont vous préférer, demain, vous êtes peinards, ils ne penseront même pas à vous. Voilà, les 20 secondes sont terminées. Pour ceux qui sont vraiment fatigués, vous vous laissez aller. Et pour les autres, on va essayer de vous le démontrer pourquoi et surtout comment, qu'est-ce qu'il y a à faire en matière de préférence. Alors, quelques mots de présentation. J'ai une petite boîte, et je tiens beaucoup à ce terme petit, puisqu'on ne veut pas grossir. Nous sommes une boîte d'édition spécialisée sur le commerce et la conso. On est 5. Ça fait des années que ça dure et on souhaite que ça dure pour des années, c'est-à-dire de ne pas grossir. On fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, finalement, on est des gens pas beaucoup plus gros ni beaucoup plus petits que la moyenne d'entre vous. On a une activité d'édition de livres sur le commerce, sur l'histoire du commerce, le futur du commerce, les technologies dans le commerce, tout ce que vous voulez. Dès lors qu'il y a le mot commerce et consommation, ça m'intéresse. On a un deuxième type d'activité, on fait des études. Alors essentiellement orientées grande distribution, grande consommation, sur le prix, sur le drive, sur les promotions. Et là, on est fournisseur de chiffres pour les marques comme pour les enseignes. J'ai une activité électronique où je tiens un blog qui s'appelle en toute immodestie olivierdauvert.fr, qui aujourd'hui est, je crois, le premier blog sur le retail avec à peu près 20 000 visiteurs semaine. Alors, c'est pas beaucoup en tant que tel, mais on est sur un tout petit univers, évidemment, hein, c'est du monde professionnel. Et enfin, sur Rennes, alors ça s'entend pas, mais je suis breton, au moins d'adoption, j'ai créé un concept de journal gratuit qui s'appelle Rennes Conso, qui existe dans quelques autres villes, qui va exister bientôt à Beauvais. Alors, c'est le plus près que j'ai trouvé de Saint-Quentin. C'est un concept qui est en open source, ça veut dire que je le donne à qui le veut, et je ne touche rien dessus, ni royalty, ni franchise, ni quoi que vous voulez, puisque vous l'avez bien compris. Je ne veux pas me développer, et pour faire court, c'est un que choisir local. Donc, très fort tirage. À Rennes, on en fait 130 000, et on parle de consommation à Rennes tous les mois, comme ça, avec un angle prix excessivement marqué. Voilà pour la courte présentation, vous avez compris, commerce conso, c'est des centres d'intérêt prioritaires pour moi, voire même par moment, je vous l'accorde, dans tous les cas, c'est ce que dit ma femme, ça frôle l'autisme, mais je vais essayer de faire en sorte que ça soit le plus intéressant possible pour vous. Je suis en train de terminer un ouvrage qui s'intitule « Les incontournables du commerce de demain ». Tout ça pour dire que les thématiques que je vais partager avec vous pendant les 58 minutes qui restent sont des thématiques sur lesquelles ma réflexion est très aboutie. Je ne dis pas qu'elle est juste, mais en tous les cas, elle est très aboutie, et je vais tenter de vous la faire partager. Première idée, si vous voulez imaginer ce que sera le commerce demain, vous avez besoin de comprendre ce qu'est l'économie de la consommation. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui ce grand secteur économique, dont on dit d'ailleurs souvent en France que c'est ça qui sauve l'économie? Heureusement qu'on a la conso, heureusement qu'on a le commerce. Parce que si on compte effectivement que sur l'industrie, ça va être un tout petit peu court. D'un autre côté, si on n'a pas d'industrie et que du commerce, ça ne marche pas non plus. Hein. Parce que pour dépenser l'argent, pour dépenser la richesse, il faut la produire. Mais si vous ne comprenez pas cette économie de la consommation, vous aurez du mal à envisager le futur de votre commerce. Alors, quelques mots sur l'économie de la consommation. Rassurez-vous, je ne vous l'ai pas dit dans la présentation, je n'ai fait que des études agricoles. Donc, en toute logique, ça me catalogue plutôt bas dans la pyramide sociale. Donc, je vais vous faire de la macroéconomie expliquée par un mec qui vient du monde agri. Donc, non pas que je dévalorise mon univers d'origine, mais c'est juste pour vous dire que ça va être accessible à n'importe qui. Donc, de la macroéconomie toute simple. Vous avez sous les yeux l'évolution de la consommation depuis une quinzaine d'années. Si vous regardez bien, depuis 2008, il s'est passé quelque chose. L'évolution de la conso s'est arrêtée. Alors, on n'est pas dans une crise de la conso, parce que si vous regardez bien, chaque année, on est peu ou prou autour de ce qu'on appelle un 0 plus ou un 0 moins. Mais globalement, ça ne progresse plus autant qu'avant. Seule exception en 2010, où vous avez une petite aspérité, parce qu'on vous a mis du pognon dans la poche pour changer votre bagnole. Donc vous l'avez dépensé, vous avez changé votre bagnole. Donc quand on vous met du pognon dans la poche, vous le claquez. Jusque-là, c'est assez normal. Mais ça veut dire que si je mettais de côté ce qui s'est passé en 2010, on est désormais dans une époque de flatitude de la consommation. Et si vous regardez bien, c'est violent en 2008. Et si je vous avais mis plus longtemps avant que 1998, vous auriez vu là aussi tous les ans des évolutions de la conso entre 2,5 et 3,5%. Ce qui correspond en fait au vent qui souffle dans vos voiles. Ça veut dire que pendant des décennies, et je dis bien des décennies, le commerce, les commerçants ont avancé quasiment tout seuls, sans même que vous vous en rendiez compte, mais tout simplement parce qu'il y avait de la progression de la consommation. Et pour être un peu provoque et caricatural, mais je l'assume, même les mauvais, ils avançaient. Alors moins vite que les bons,
moins vite que les bons, mais ils avançaient quand même. Pourquoi? Parce qu'il y avait un petit peu de vent dans les voiles. Désormais, vous le voyez, il n'y a plus de vent dans les voiles. Donc si vous ne savez pas tirer des bords, vous êtes mal barré, pour rester sur une métaphore maritime. Pour vous expliquer comment marche cette économie de la conso, je vous ai pris 2 bornes, 1985 et 2010, ça fait une génération, peu importe les chiffres, frais, pas frais, ça fonctionne toujours de la même manière, c'est à peu près les mêmes ordres d'idées. Sur une génération, en France, la consommation au sens large, hein, là je mets les petits, les grands, les spécialistes, les généralistes, toute la consommation a progressé de 57%. Dans le même temps, la démographie n'explique que 16%. La démographie, c'est le syndrome des bouches à nourrir, ou des maisons à équiper. Effectivement, dès lors que vous avez plus de bouches à nourrir, si vous vendez de l'alimentaire, ça vous élargit votre marché. Si vous avez plus de maisons à équiper, si vous vendez du meuble par exemple, ça vous élargit votre marché. Donc ça, c'est un phénomène mécanique, oui, mais qui n'explique pas la totalité de l'évolution de la conso, qui n'explique qu'un tiers. Ça veut dire que sur cette période longue de 25 ans, ce qui donne de la démonstration, ce qui donne, de la robustesse à la démonstration, un tiers seulement de l'évolution de la conso s'explique par l'effet démographique. C'est déjà ça. Il y a des pays qui nous envient notre démographie. Vous seriez en Allemagne, on serait en train de chroniquer une baisse de la démographie. Ici, on chronique une progression de la démographie, mais qui n'explique pas la totalité de l'évolution de la conso, parce qu'il y a autre chose derrière. Cette autre chose, c'est le pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, il est positif. Alors évidemment, il ne progresse pas autant qu'on le voudrait. Ok, on parlera plus tard de la frustration. Mais factuellement, il n'y a pas de baisse du pouvoir d'achat, ou très modestement et très récemment, si je vous fais une borne avant 2008 et après 2008, là aussi, comme tout à l'heure pour la conso, et vous allez comprendre que c'est ça le déterminant majeur de la consommation. Ce n'est pas le nombre de Français qui consomment, c'est ce qu'ils ont dans leur portefeuille qui détermine d'abord le niveau de consommation, ou ce qu'ils ont en plus par rapport à l'année précédente. Jusqu'à 2008, le pouvoir d'achat évolue en moyenne depuis 25 ans de un peu plus de 2% par an. Pour une baisse, j'ai connu pire. Depuis 2008, il évolue de 0,5% par an. On est là aussi sur ce qu'on va appeler une espèce de, 0 plus ou 0 moins, c'est-à-dire globalement, c'est flat. Et donc vous voyez que finalement, que l'évolution de la conso se soit arrêtée en 2008, c'est assez cohérent quand vous voyez l'évolution du pouvoir d'achat qui, elle aussi, a sérieusement ralenti en 2008. On va rentrer dans le détail ensuite. Pourquoi? Parce que ça va vous faire comprendre, surtout, pourquoi ça va durer. Alors, ce n'est pas une crise de la conso. Quand vous avez des mauvais chiffres, éventuellement chez vous, et que vous mettez ça sous le compte de la crise de la conso, là, vous vous la racontez, l'histoire. Il n'y a pas de crise de la conso. Si vous voulez voir une crise de la conso, vous allez au Portugal, en Espagne, vous allez voir ce que c'est. C'est moins de 10% par an d'évolution de la conso. Nous, on est juste sur, je vous l'ai dit, 0 plus ou 0 moins. Et une crise, par principe, c'est court dans le temps. Sauf que nous, ça fait 6 exercices consécutifs que ça dure. Donc c'est surtout pas une crise. C'est un nouveau paradigme de la consommation où vous devez vous habituer, vous les commerçants, à vivre sans qu'il n'y ait plus de vent dans le dos. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a du vent de face. Ne me faites pas dramatiser au-delà de ce que je pense. Mais il n'y a plus de vent dans le dos. C'est pas grave en soi, parce qu'on peut très bien fonctionner lorsqu'il n'y a plus de vent. Encore une fois, il faut juste savoir tirer des bords. Et juste comprendre qu'il va falloir se faire un peu plus mal qu'avant si vous voulez que ça marche aussi bien qu'avant. C'est pas grave, il y en a qui arrivent très bien, donc pourquoi pas vous? Comment se détermine ce qu'il y a dans ce fichu chariot? Que ce soit le chariot d'un supermarché ou le petit panier d'un magasin de proximité. Peu importe. C'est, je vous le refais pour être bien clair, d'un côté la démographie, flèche en pointillé parce que vous l'avez compris, ce n'est pas l'essentiel. Flèche en noir, c'est le pouvoir d'achat. Donc c'est ça qui détermine réellement ce que vous allez dépenser, ce que vos clients vont dépenser. Moins quand même, pour être tout à fait honnête, ce qui part dans le petit cochon qu'on appelle l'épargne, c'est-à-dire dans la tirelire. Alors la France est un pays qui épargne beaucoup. Pour faire court, à peu près 16% de nos revenus sont épargnés, mais ça ne varie pas non plus d'une année sur l'autre à 20 et puis à 10. On est globalement des épargnants, et toujours à peu près au même niveau. Donc ce qui détermine véritablement ce qu'il y aura dans le chariot, c'est bien ce qu'il y aura dans le portefeuille. Maintenant, posons-nous la question, pour anticiper l'avenir, qu'est-ce qu'il y aura dans le portefeuille? Dans le portefeuille, par principe, il y a toujours la richesse produite. Alors, à votre échelle, à mon échelle, suivant qu'on soit salarié, TNS, pas tout ce que vous voulez, mais peu importe, ça va être notre revenu individuel qui va déterminer ce qu'il y aura dans notre portefeuille. Voilà. À l'échelle d'un pays ou d'un territoire, ça s'appelle le PIB. C'est la croissance économique. Donc, si la croissance économique progresse de, admettons,
Si le PIB progresse de 1, le pouvoir d'achat tel que je vous le présente ici progresse de 1. Ouais, sauf que pendant des décennies, on a décorrélé la croissance de la richesse nationale de l'évolution de la conso. Je vous l'ai montré tout à l'heure. La consommation progressait de 3 ou 4% les bonnes années. Vous n'avez depuis 30 ans jamais connu une période de croissance économique de 3 ou 4% en France. Ça, c'est des chiffres chinois, je caricature un peu, mais c'est encore mieux que ça là-bas. C'est des chiffres de pays émergents. Nous, pendant des décennies, on a dopé le pouvoir d'achat au-delà même de la réalité de la richesse produite. C'est comme si vous, à titre personnel, vous étiez en sur-régime. Ben, sauf qu'au niveau national, vous savez bien ce que c'est, ça s'appelle l'endettement public. On a un modèle social que je ne critique pas en vous le présentant. Chacun a ses opinions là-dessus, peu importe. C'est factuel. Le modèle social français fait qu'on met de l'argent dans la poche de ceux qui n'en ont pas pour qu'ils consomment. Donc, ce faisant, on crée une distorsion entre la réalité de la richesse produite et le niveau de consommation. Et donc, c'est pour ça que pendant des décennies, vous avez une évolution de la conso, matérialisée par mon petit chariot, qui était bien supérieure à l'évolution de la richesse réellement produite, parce qu'on allait chercher du pognon qui n'était pas à nous, qu'on réinjectait dans le circuit et qui était dépensé, tant mieux pour vous. Donc, le commerce a vécu pour une part sous la perfusion de cet endettement public, dont vous avez bien vu qu'a priori collectivement, on est en tous les cas une majorité d'accord pour dire que ça a assez duré, qu'il faut que ça baisse. D'ailleurs, regardez bien ce qui se passe. C'est la première fois quand même qu'un exécutif de gauche, et en faisant ça encore une fois, vous mettez de côté toutes les pensées politiques que vous pouvez avoir ou que je peux avoir, c'est pas le sujet, mais c'est quand même factuellement la première fois qu'un exécutif de gauche nous explique à nous citoyens que la réduction des déficits n'est pas négociable. Le dernier exécutif de gauche, c'était Jospin. Vous imaginez Jospin nous raconter ça? Pas du tout. Donc vous voyez bien que cette prise de conscience sur le fait que cet endettement public ne peut plus continuer, il impacte l'économie de la consommation, donc votre marché. Et comme par hasard, et maintenant peut-être que vous renouez les fils, c'est peut-être pas complètement un hasard que la conso se soit arrêtée en 2008. 2008, je ne vous fais pas un dessin, subprime, crise machin, financière, et on se dit, oh là là, la dette. Voilà. Et bien donc on a commencé, alors très lentement, c'est là où la politique peut reprendre le pas, mais chacun jugera. On a lentement commencé à inverser la tendance, à se rendre moins dépendant de la dette, et donc à moins alimenter la machine à consommer. Et donc c'est pour ça que globalement, ça s'est plutôt stabilisé. Donc maintenant, si vous cherchez à imaginer demain, une fois que vous avez compris, j'espère, le plus simplement possible, aujourd'hui et les années précédentes, est-ce que vous pensez réellement qu'on peut escompter pour notre richesse nationale, c'est-à-dire pour notre PIB, une croissance de 2 ou 3% dans les prochaines années? La réponse, elle est non. On va peut-être faire 0,8 en fin d'année, et on nous y prépare depuis déjà 6 mois, nous racontant que la reprise est là. Donc si on fait 0,8, ça sera super. Ben, si en haut à gauche on fait 0,8, le portefeuille il fera autour de 0,8, hein, et la conso elle fera autour de 0,8. Ça veut dire qu'on sera plutôt toujours sur cette idée de relative stabilité. En tous les cas, plus du tout au niveau de croissance que vous avez connu pendant des décennies. Donc c'est en ce sens que ça change. Alors vous pourriez me dire, ça change aussi, je reviens sur le premier graphique en fait, sur la consommation, ça change aussi parce que notre relation à la conso, nous les consommateurs, a changé. Et qu'on voudrait peut-être moins consommer. Vous savez, il y a quelques bobos, déjà je vous donne ma pensée comme ça, vous l'aurez tout de suite, quelques bobos de Saint-Germain-des-Prés qui nous expliquent que devant nous est l'ère du moins consommé. Alors après on nous habille ça, nous expliquant, oui mais le mieux consommé. Alors on va regarder ce que le consommateur en pense, et ensuite je vais vous donner ma conviction sur le sujet. Quand on les interroge, les consommateurs, il y en a 1 sur 4 qui dit qu'il voudrait moins consommer. Sachant que la réponse à cette question, elle est biaisée, c'est tellement chic de dire qu'on voudrait moins consommer que méthodologiquement, ça surpondère cette réponse-là. Ça n'empêche que c'est quand même une minorité qui veut moins consommer. Et sinon, il y a une autre... voilà, ça c'est mon bureau. Enfin, c'est mon bureau. C'est la vue de mon bureau à Rennes. J'ai une tour HLM de 14 étages. Et je pense souvent au mec qui habite en haut à gauche. Regardez bien en haut à gauche. Je me dis, ce mec-là, la probabilité... Alors c'est un délit de faciès que je fais, mais c'est pour la démonstration. La probabilité qu'il ait envie de moins consommer, elle me paraît faible. Parce que je pense qu'il n'a pas de bagnole. Je pense qu'il n'a pas déjà tous les abonnements à toutes les télés qui existent. Je pense qu'il ne va pas au ski chaque mois de février. Je pense qu'il ne va pas aux Seychelles à chaque Toussaint. Je pense, etc., qu'il n'a pas tout ce que ont ceux qui veulent moins consommer. Et c'est pour ça que je vous les caricature comme des bobos de Saint-Germain-des-Prés, parce que c'est super facile d'expliquer qu'on va moins consommer quand on a tout.
Ben oui, quand vous avez 2 bagnoles, on peut se dire décemment que la 3e n'est pas indispensable. Quand vous avez 3 télés, etc., etc., etc. Dans les faits, sachez quand même, si vous n'avez pas ce chiffre en tête, que le revenu médian français, c'est 1 600 €. Ce n'est pas le revenu moyen. Parce que si je fais le revenu moyen, il est plus haut. Il suffit de 1 Bernard Arnault, je pense que tout le monde voit à peu près qui c'est, ou 1 Liliane Bettencourt, pour vous tirer toute la moyenne vers le haut. Ouais, sauf qu'il n'y en a qu'un, des comme ça. Enfin, ou 2 en l'occurrence. Le revenu médian, la médiane en termes statistiques, c'est ce qui partage une population en 2 parts égales. Donc, si le revenu médian est à 1 600 € par mois, ça veut dire que vous avez 50% des consommateurs qui gagnent 1 600 € ou moins, et 50% qui gagnent 1 600 € ou plus. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de ce que ça veut dire. Celui qui est en dessous du revenu médian, il n'a pas tout. Hein. Donc lui, il aspire encore à consommer. Donc toutes ces conneries de la moindre consommation, encore une fois, et je vous le dis, avec peut-être un peu de familiarité, mais qui illustre ma conviction sur le sujet, c'est du vent qui est soufflé par ceux qui ont tout. Et donc ceux-là, pour analyser la consommation, de grâce, laissez-les de côté. Parce que votre consommateur ne ressemble absolument pas à ceux qui vous parlent de la conso en ces termes-là. Donc, s'il y a une flatitude de la conso, ce n'est pas parce que le consommateur a décidé de moins consommer. C'est parce qu'il ne peut pas consommer autant qu'il le voudrait. Et c'est pour ça que s'il faut résumer le conso aujourd'hui en le minimum de mots possible pour que ça soit percutant, moi je le résume comme ça. Le client de 2015 comme de 2014 ou de 2016, parce qu'évidemment, ce n'est pas quelque chose qui va changer tous les 4 matins, c'est tendanciel, c'est un jouisseur frustré. Il veut, mais il ne peut pas. Et là, vous faites toutes les analogies que vous voulez. Mais un jouisseur frustré, c'est pas facile à canaliser, à comprendre, son comportement anticipé, etc., etc. C'est le bazar. Parce qu'il est capable de tout faire, et son contraire. Juste pour satisfaire cette pulsion-là, la conso est encore une pulsion. Le jour, admettons, je ne sais pas, peut-être que ça vous est arrivé, où vous n'aviez jamais eu d'iPhone, admettons, je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple-là, et le jour où vous avez votre premier iPhone, vous faites la gueule ou vous êtes content? Ben, très probablement vous êtes content. Voire même vous le laissez bien en évidence pour qu'on voit que vous l'avez. Donc c'est bien la preuve que c'est une forme de réalisation de soi, la consommation. Que c'est plutôt une source de plaisir et de jouissance que d'insatisfaction. Parce que c'est ça la consommation. C'est encore quelque chose qui est source de plaisir. Et donc vous cherchez ce plaisir-là de la conso, mais vous ne pouvez pas l'avoir ou vous ne pouvez pas l'atteindre parce que vous n'avez pas assez de pognon pour. Ça crée une frustration. Et donc ce client, jouisseur frustré de la consommation, si vous regardez bien ce qu'il fait ou la pression qu'il met sur vous, elle va dans plein de directions. La première des pressions qu'il met, évidemment, c'est sur le prix. Parce que quand vous voulez plein de choses, mais que vous ne pouvez pas les avoir, vous allez à chaque fois chercher à limiter le coût de tel et tel achat pour libérer du pouvoir d'achat sur d'autres choses. Et ça concerne tout le monde. Il y a un mec qui n'est pas trop con en matière commerciale. Il est décédé, il s'appelait donc Édouard Leclerc. En 1958, il a dit un truc, mais qui est toujours valable, mais au mot près. Les prix bas, point d'interrogation. Les pauvres en ont besoin, les riches en raffolent. Demandez-vous s'il y a meilleur résumé de la consommation que ça. Ça veut dire que tout le monde se retrouve derrière le prix bas. Parce que celui qui n'a pas une thune, c'est de toute façon la seule façon qu'il a de consommer. Et celui qui a de la thune, il ne va pas faire exprès de la cramer parce que justement, il va économiser là pour se payer les fameuses vacances aux Seychelles à la Toussaint, à Saint-Gervais en février, etc., etc. Peu importe les exemples s'ils ne vous parlent pas, mais vous avez bien compris l'idée, c'est l'arbitrage permanent. Et donc, vous êtes de plus en plus en termes d'arbitrage, quand vous avez de plus en plus de désirs, je ne vous demande pas de faire des analogies là, mais ça s'appelle comme ça l'envie de consommer, et que vous n'avez pas plus de pognon pour assouvir ce désir-là. Et c'est ça qui crée la frustration. Et l'arbitrage en permanence. Donc ce client, il a mis la pression sur le prix. C'est pas pour rien que depuis 3 ans, vous voyez fleurir de la pub comparative comme vous n'en avez jamais vu. Là, je prends l'exemple des grandes enseignes qui se tirent une bourre mais qu'on n'a jamais connue, en tous les cas dans ces proportions-là. Est-ce qu'elles se tirent la bourre, est-ce qu'elles mènent la guerre des prix pour le plaisir de vendre moins cher et de voir leur marge globalement baisser, puisque ça c'est factuel. Encore une fois, que ça plaise ou non, c'est la réalité. Les comptes, ils sont publics, ça se voit. Est-ce qu'ils le font par plaisir ? Ce n'est pas des philanthropes, hein. Ça se saurait si ces grandes enseignes étaient des philanthropes. Vous n'avez jamais vu autant de violence dans la communication sur les prix. Je suis à l'entrée de ce supermarché-là, on me dit en façade, le coca il est chez moi à ce prix-là, et chez lui en le nommant à tel prix. On n'avait jamais connu ça dans l'histoire du commerce et de la grande distribution. C'est bien la preuve qu'on est dans une réponse à un diagnostic qui est fait de ce client aujourd'hui, qui a besoin en permanence d'être réassuré sur le sujet du prix, parce que c'est son moteur principal. Et d'ailleurs,
on reste dans l'univers grande distrib à ce stade-là pour convaincre éventuellement d'éventuels récalcitrants que ce n'est pas que des mots mais c'est des faits, là vous avez non pas l'inflation, vous avez la déflation en grande surface sur les produits alimentaires. Tous les mois, depuis encore, j'aurais pu repartir un peu avant, tous les mois on est en négatif, sauf le tout premier où on est à zéro. Si vous regardez les marques nationales, les très grandes marques, Banania, Nesquik, tout ce que vous voulez, on est à moins 2,5% de baisse. Et si vous prenez les super grandes marques, les Coca-Cola, les Nutella, les Présidents, vous voyez les trucs mouse costaud, on est à moins 7%. Donc ça correspond à une réalité tangible. Et ils ne le font pas par plaisir, ils le font par réponse à ce client. Deuxième comportement que ça induit, ce jouisseur frustré, c'est un niveau de réflexion sur la conso plus fort qu'avant. Ça veut dire que je veux être bien sûr de ce que j'achète. Quand on demande au client s'il réfléchit plus avant d'acheter qu'avant, alors peu importe le chiffre, parce que comme toutes les études consommateurs, vous leur faites dire ce que vous voulez, quand vous les regardez à un instant T. Quand vous mettez en tendance, là vous commencez à voir des choses intéressantes. La question elle est posée de la même manière. Je fais régulièrement des achats sur un coup de tête, il y en a oui, 62% en 2010, et ça ne cesse de baisser. Pourquoi? Parce que comme vous n'avez pas plus d'argent à dépenser, j'ai une pièce, je sais même, 5 centimes, ça ne va pas aller très loin, j'ai ça à dépenser, et pas plus, parce qu'une fois que j'aurai dépensé ça, j'aurai plus rien. Je vais tenter d'être bien certain que je le dépense chez le bon commerçant en achetant le bon produit. Donc éventuellement, ça va retarder des décisions d'achat, notamment sur les produits très impliquants, évidemment, pas sur du tout venant. Mais regardez même vous, hein, dans votre comportement de consommateur, est-ce que vous achetez comme ça un truc, alors chacun a sa mesure par rapport à son pouvoir d'achat, mais est-ce que vous achetez un canapé à 1 000 € sur un coup de tête? Pour celui qui est au SMIC, ça m'étonnerait. Il va y penser 2 mois avant, et avant de passer à l'acte, ça va être waouh, on y va chérie ou pas? Parce que c'est pas rien quand même 1 000 €. Ben oui, ben c'est ça la réflexion dans la consommation. Et ça veut dire qu'au final, et ça vous avez parfois du mal à l'intégrer, vous commerçants, c'est que tout devient concurrent de tout. Si j'ai que 10 € en poche, ce soir quand je vais rentrer chez moi, admettons, ce ne sera pas le cas, mais pour que vous compreniez, si j'ai que 10 € en poche, peut-être que je vais me dire, je vais passer chez le fleuriste pour acheter une plante ou un bouquet de fleurs à ma femme. Ou peut-être que je vais me dire, je vais l'inviter au cinéma. Dans ma tête à moi, le ciné et le fleuriste seront concurrents. Et je vous mets au défi de me démontrer le contraire, parce que c'est comme ça que ça se gère la concurrence. C'est bien celui qui va donner là ou là qui détermine l'univers de concurrence. Alors quand je dis ça, il y a des fleuristes qui me disent « mais t'es complètement con, mon concurrent c'est le Rapid Flore en bas à droite, alors que moi je suis le Jardin des Fleurs en haut à gauche de la ville. » Non. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça aujourd'hui la concurrence. Dès lors que le problème est la ressource, c'est-à-dire le nombre d'euros que je peux dépenser, c'est le client qui, par l'arbitrage qu'il va le faire et les hésitations qu'il aura, est-ce qu'il va passer chez le fleuriste ou est-ce qu'il va amener sa femme au ciné, admettons que ça soit ça, c'est lui qui va déterminer l'univers de concurrence. Si vous avez, mauvaise nouvelle qui tombe, enfin en toute logique vous avez éteint tous vos téléphones portables, donc vous êtes peinard, une vieille tante qui meurt cet après-midi. Alors on va évacuer le sujet, vous ne l'aimiez pas. Comme ça, il n'y aura pas d'affect, et voilà, mais elle meurt cet après-midi. Ben, peut-être que vous allez choper, admettons, 30 000 € d'héritage, parce qu'elle en a plein, voilà, et ça tombe sur vous. Qu'est-ce qui va se passer ce soir dans ce qu'on va appeler le conseil d'administration familiale? C'est-à-dire le dîner, hein, voilà, faire court, hein, mais c'est ça. Vous allez vous demander, qu'est-ce que vous allez faire de ces 30 000 €? Alors, de manière hyper caricaturale, je vous l'accorde, mais je l'assume, madame va dire, et si on refaisait la cuisine? Et monsieur va dire, et si on changeait la bagnole? Et donc, ça veut dire que dans le moment, le concessionnaire auto, quelle que soit sa marque, et le cuisiniste, quelle que soit son enseigne, seront concurrents. Vous allez leur expliquer que le concurrent du cuisiniste, d'Igena, c'est Peugeot. Ils vont dire non, non, pas du tout, moi c'est Cuisinella mon concurrent. Ou c'est peu importe, ou c'est Ikea, on s'en fout. Ben non. Quand on est dans une économie où tout est concurrent de tout, où on réfléchit d'autant plus les décisions d'achat, eh ben forcément, l'univers de concurrence, il est bien plus large que vous ne le pensez. Et donc accessoirement, mais ça j'assume de vous le dire en vous regardant droit dans les yeux, c'est normal que votre métier vous fasse plus mal. Voilà. Parce que c'est normal, quand vous avez le contexte tel que je vous l'ai décrit, ce comportement du consommateur tel que je tente de vous le décrire aussi par touche, c'est normal que ça soit plus difficile de faire son chiffre. Tout est concurrent de tout. Troisième comportement du consommateur, il a inventé l'économie circulaire. Alors l'économie circulaire, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas besoin de vous. C'est-à-dire il se démerde très bien entre lui et ses congénères. C'est la version moderne de la braderie qui s'appelle le Bon Coin. Voilà. Le Bon Coin ou assimilé, c'est de l'économie collaborative, circulaire, sans vous. Et c'est chiant,
Parce que, globalement, c'est des produits sur lesquels vous n'allez rien toucher, parce qu'ils ne vont pas passer par vous. Si j'ai besoin d'une nouvelle poussette pour mon gamin que je n'ai pas une thune, je vais peut-être plutôt regarder sur le Bon Coin, je ne sais pas si l'exemple est bon, mais tout le monde comprendra au-delà de l'exemple, je vais regarder chez le Bon Coin plutôt que d'aller chez Aubert ou Bébé Neuf, admettons. Alors si le sujet bébé est trop impliquant et que je suis prêt à sacrifier tout pour lui, vous changez l'exemple, vous le prenez pour autre chose, pour un motoculteur, ça marche pareil. Hein, il ne sera pas allé chez Jardiland ou chez le pépiniériste du coin ou chez le... Voilà. Donc ça, le client, il l'a mis en place lui-même. Ça veut dire que ça ne passe plus par vous. Si vous tapez, par exemple, Ikea sur le Bon Coin, aujourd'hui, hein, vous aurez 100 000 réponses. Ça veut dire qu'il y a 100 000 pecnos, comme vous et moi, qui vendent un produit en se revendiquant d'Ikea. Vend Bibliothèque Billy Ikea, voilà, vend je ne sais pas quoi. Voilà. Ça veut dire que si Ikea n'y prend pas garde, il y a forcément sur les 100 000 produits qui, admettons pour l'exemple, seront vendus, il y a forcément un client qui l'aurait acheté neuf. Je ne vous dis pas que les 100 000 l'auraient acheté neuf, parce que pour une part des clients, cette économie collaborative, elle a deux vertus. D'abord, elle permet de monétiser des produits qui ne servent plus à rien chez lui, et donc de faire entrer du cash, puisque je vous rappelle que c'est ça le problème, la ressource, ou alors d'acheter des produits dont j'ai l'usage, mais je n'ai pas décidé de les acheter au prix du neuf. Donc je vais acheter de la seconde vie. Mais dans tous les cas, vous voyez bien que le client, il le fait dans une logique économique. Tous ceux qui diagnostiquent ou théorisent l'économie circulaire sur le registre écologie, développement durable et compagnie, ils ont une barbe jusque-là et un pull jusqu'au genou. Je caricature un peu, mais il n'y a qu'une conscience écolo qui les nourrit là-dedans. Mais la réalité, elle n'est pas là. Si le client joue l'économie collaborative, l'économie circulaire, c'est pour son intérêt. N'oubliez jamais, hein, la conso, c'est égoïste, par principe. L'altruisme n'a pas sa place dans la consommation, sauf si vous arrivez à cumuler économie et bien-pensance. Si je vous prends un exemple qui va bientôt arriver, il y a bientôt la semaine ou la quinzaine du commerce équitable, ah, ça va marcher. Et pourquoi ça marche la semaine ou la quinzaine du commerce équitable? Pendant 15 jours, le café équitable, il est au même prix que le carte noire. Donc vous l'achetez en vous disant, oh là là, mais moi j'aide le petit producteur. Ah ben tu m'étonnes, ça ne te coûte pas plus cher. Bonjour l'effort. Voilà, donc tant qu'on aura ces pics-là, bah, ça veut dire que vous vous donnez bonne conscience à 2 balles. Mais moi avec, hein, quand je dis vous, je me mets dedans, je vous rassure. Hein. Donc la conso, par principe, est un acte très égoïste. Donc si je fais ça, c'est pour ma pomme. Donc si Ikea ne l'intègre pas, mais quand je dis Ikea, c'est valable pour ce géant suédois, comme pour n'importe quel mec en local petit. Ça ne change rien, c'est la même logique. Ben lui, qu'est-ce qu'il fait? Il organise aussi la seconde vie de ses produits. C'est un truc qui a 1 an. C'est en place. Ça veut dire, quitte à ce que cette économie, elle existe, autant feindre de l'organiser qu'uniquement la subir. Donc vous ramenez les meubles chez lui, il vous les rachète en bon d'achat, comme ça il ne perd pas tout, puisque vous redépensez chez lui, et il les revend dans le petit coin, pour ceux qui voient, ça s'appelle le coin des bonnes trouvailles, à 2 francs 6 sous. Donc, bien sûr qu'il préférerait que ça n'existe pas du tout. Il préférerait vous vendre du neuf, que vous l'usiez à vitesse grand V, que vous le jetiez tout de suite, et que vous rachetiez du neuf. Ah ça, il préférerait. Mais comme tous ceux qui vendent du bien d'équipement ici. Votre intérêt, c'est effectivement que ça tourne le plus rapidement possible. Ouais, sauf que le client, il ne fonctionne plus comme ça aujourd'hui. Parce qu'il cherche à monétiser des produits dont il n'a plus besoin, ou il cherche à économiser sur l'achat de produits dont il se dit « le neuf ne m'apporte pas quelque chose en plus de manière suffisante ». Deuxième élément de contexte. Je vous ai parlé de l'évolution de la conso qui est flat, du pouvoir d'achat qui commence à bien baisser. L'autre élément de contexte à mettre dedans, c'est qu'il y a toujours plus d'offres commerciales. Là, vous avez l'évolution des surfaces commerciales autorisées. Alors, ce n'est pas des pourcentages, hein, c'est des millions de mètres carrés. Ça veut dire que tous les ans, il y a à peu près, enfin je vous la fais courte, hein, entre 2 et 3 millions de mètres carrés nouveaux commerciaux autorisés. Je vous rappelle que depuis 2008, si vous remettez le truc là, la conso elle est à 0. Hein. Et on est à 3, 6, 9, 15, voilà, on est à 20 millions de mètres carrés nouveaux. Alors que la conso est à 0. Donc ça veut dire que vous avez pas plus d'euros qui se dépensent, je fais simple, hein, et que vous avez plus de mètres carrés pour les accueillir. Il ne faut pas être polytechnicien pour voir ce que ça induit. Hein. Une baisse des rendements, c'est mathématique. Dans le même temps, pas de bol pour le commerce, vous avez une partie des euros qui part en ligne. Ça veut dire que si je voulais absolument pas noircir, mais être vraiment objectif, je ne vous dirais pas qu'il y a autant d'euros qui sont à dépenser sur plus de mètres carrés. Je vous dirais qu'il y a moins d'euros, parce qu'il faut enlever tous ceux qui ne rémunèrent pas du mètre carré, qui rémunèrent que de l'entrepôt logistique, hein, Amazon et compagnie, pour plus de mètres carrés. Je ne dramatise pas plus que la réalité.
Parce que quiconque pense que je raconte une connerie peut me contredire dans l'instant, ça ne me pose aucun problème. Hein. Là, on en est au stade des faits. C'est factuel tout ce que je vous dis là. Les 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ils sont faits. C'est le e-commerce en 2014 en France. Et ça ne rémunère pas du mètre carré commercial. Donc si je résume à ce stade et que j'essaye d'emboîter tout ça, ben vous avez d'un côté une surcapacité industrielle, ce n'était pas le sujet, mais quand même pour mémoire, on ne manque pas d'usines en France. Hein. On manque de compétitivité pour les faire tourner. Vous avez une surcapacité commerciale parce que vous avez toujours plus de mètres carrés qui ouvrent et vous n'avez pas plus d'euros qui sont dépensés. Donc cet individu-là, il a un pouvoir qu'il n'a jamais eu. Jamais dans l'histoire du commerce et de la conso contemporaine, ça veut dire en gros depuis l'après-guerre, et ce n'est pas une dramatisation de circonstances et de tribunes, c'est jamais, il n'a eu autant de pouvoir. Parce qu'on n'a jamais eu, vous n'avez jamais connu une phase qui cumule et la stabilité de la conso et l'accroissement des mètres carrés. Jamais. Tout simplement parce que vous n'avez jamais connu la stabilité de la conso. Voilà. Parce que pendant des décennies, ça a progressé naturellement. Voilà pour le tableau. Et si je veux vraiment vous faire le résumé du résumé, donc le client roi, ça fait longtemps qu'on le dit, mais maintenant on va rajouter pauvre. Parce qu'en fait, ce couillon-là, il n'est pas pauvre, parce qu'on est quand même un pays riche, merde, mais il a le sentiment d'être pauvre. Et c'est pire que tout. La définition de la pauvreté, vous en avez deux. Vous avez la définition académique, scientifique de l'INSEE, c'est ce qu'on appelle le seuil de pauvreté, ça sort tous les ans. Alors ça varie si vous êtes papa, maman avec un enfant 7 ans, si vous êtes une femme seule avec un enfant 7 ans, etc. etc. Bon, ça c'est la définition normative, la pauvreté. Mais moi je m'en fous de celle-là, parce que celle qui détermine ce qui sera dépensé chez vous, c'est une autre type de définition. C'est la définition sociologique de la pauvreté, c'est-à-dire plus du registre du ressenti. Et on est pauvre dès lors qu'on ne peut pas s'acheter tout ce qu'on veut, en ressenti. Ben, je vous prie de croire, on doit être 150 ici. Je pense qu'il y a 150 pauvres. Parce que ça m'étonnerait qu'à un moment donné, il n'y en ait pas un d'entre vous qui ne se soit pas dit allez, je claque, je m'en fous. Mais je m'en fous. Si, le mec a gagné au loto qui fait la pub, vous savez, qui dit tiens, patron, voilà. Bon, ok, mais à part celui-là, moi, j'en connais pas. Donc, on est tous pauvres. Je reprends mon exemple de l'iPhone 6, 7 ou 8, là, je ne sais plus en que mener tellement ça va vite. Je suis sûr qu'il y a des mecs qui gagnent, admettons, 3 000 € net par mois, ce qui n'est quand même pas un petit salaire, un cadre sub dans une boîte, voilà, 3 000 € net par mois, qui, voyant l'iPhone sortant à 600 ou 700 €, ou peut-être même 800 aujourd'hui, s'est dit, putain, c'est quand même cher la vie, je ne peux pas me le payer. Le mec, il gagne 3 000 € net par mois. Ah ben, c'est sûr que 800 € comme ça, sans réfléchir, il ne va pas le faire. Et du coup, il en déduit que la vie est dure. Non mais franchement, de qui se fout-on ? Parce que si la vie est dure pour lui, comment est-elle pour le fameux mec qui est au revenu médian, à 1 600 € par mois? Donc du coup, ça veut dire que ce qui vous intéresse, ce n'est pas le prix bas d'ailleurs, hein, c'est la valeur de l'euro. C'est-à-dire, on claque toujours autant, mais on veut donner le plus de valeur possible à l'euro. Donc on ne cherche pas le prix le plus bas, on cherche la valeur la plus haute. Parce que si on cherchait le prix le plus bas, il n'y aurait que des hard discounters en France. Et il n'y en a pas. Il n'y a pas que ça. Et en plus même, ils sont plutôt en retrait, les hard discounters, les Aldi, Lidl et compagnie. Donc ce n'est pas le prix pour le prix. C'est le prix comme étant l'un des éléments de la valeur. Donc on va en reparler dans un instant. Mais si vous n'êtes pas capable de donner de la valeur à votre prix, de la valeur à votre produit, ah ben effectivement, vous n'aurez qu'à baisser votre prix. Parce que c'est la seule chose que le client peut comprendre sinon. Donc, pour ceux qui sont, en tous les cas, pour la majorité de ceux qui sont dans la salle, évidemment, vous n'êtes pas les plus compétitifs pour être les moins chers, surtout tout le temps. Mais par contre, vous n'êtes pas moins armés que les autres pour tenter de donner le plus de valeur à ce que vous proposez. Ça, par principe, c'est pas parce qu'on est gros qu'on est plus capable de donner plus de valeur à ce que l'on propose. Donc, et là, je suis au maximum du résumé que je peux vous faire, hein, on n'a jamais été face à un tel niveau d'exigence dans le commerce. Jamais. Et donc, vous avez besoin de réfléchir sur ce mot dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui fait la bascule avec la deuxième partie, c'est la préférence. Pourquoi faut-il être préféré de vos clients? Des fois, vous n'ayez pas bien compris, session de rattrapage. Je vous ai mis une ville, en l'occurrence c'est Rennes, mais j'aurais pu vous mettre n'importe quelle ville, il y a 4 ans, au début du drive. Il y avait 2 drives. Vous savez ce que c'est le drive? Vous faites vos courses alimentaires sur le web et vous passez les chercher, elles sont préparées. Bon, il y avait 2 drives. Donc si vous habitiez en haut à gauche, et que vous vouliez absolument faire vos courses via le drive, parce que c'est quand même chiant de faire les courses le samedi, les enfants qui braillent, enfin blabla, hop, paf, eh bien vous alliez en bas à droite. De toute façon, vous n'aviez pas le choix. Donc, il ne s'agissait pas de mettre en place une stratégie de préférence à ce stade-là. Vous en foutez, de toute façon. Ils vont venir à vous. 2 ans après, la même ville, c'était ça. Voilà. Donc, vous avez compris que si
Vous ne changez pas de logique. Si vous continuez à dire « j'existe, donc je suis peinard », non, on a longtemps dit l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Oui, mais ça marche quand il n'y a pas beaucoup de commerçants. Celui qui reste en disant « moi je suis peinard parce que l'emplacement, 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 les 3 règles d'or dans le commerce », c'est pas suffisant. Parce que de toute façon, c'est quand même bien improbable que vous ayez le seul meilleur emplacement de la ville. Et puis ça bouge en plus les emplacements, en fonction des flux. Donc demandez-vous pas, si vous ne vous demandez pas, pardon, si il suffit d'exister, demandez-vous comment vous faire préférer. Parce que celui qui est en bas à droite là, pour que le mec qui est en haut à gauche il vienne encore, il a intérêt d'être sacrément meilleur que les autres. Parce qu'il a 1000 façons de s'arrêter sur la route. Eh bien c'est ça cette idée que vous devez intégrer. Vous devez passer du modèle qui a nourri des décennies de croissance qui étaient basées sur l'existence, je suis, voilà, à je suis préféré. Et donc vous avez besoin de vous demander comment se construit la préférence. Qu'est-ce qui fait, bon sang de bon sang, que le client préfère claquer son pognon chez moi que chez lui? Parce qu'encore une fois, c'est comme ça qu'il le voit. Hein. C'est j'en ai pas assez à dépenser n'importe comment pour ne pas... Alors bien sûr, on ne le verbalise pas, tout ça, on ne se dit pas « Ouh là 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 là, mais qui me donne le plus de valeur ?» Non, non, je vous parle de quelque chose qui ne se verbalise pas, mais dont le comportement est avéré. On cherche tous à donner le plus de valeur à l'euro que l'on dépense. Comment se construit la préférence? Eh bien, il y a 4 sujets, et il n'y en a pas d'autres. Parce que l'avantage de votre métier, je ne vais pas vous dévaloriser, parce que je me dévalorise avec, c'est qu'il est accessible à n'importe qui. Le commerce, il n'y a pas plus simple, à condition de ne pas le rendre trop complexe, c'est-à-dire de ne pas être trop intelligent pour le faire. Ce qui est souvent le problème des grands stratèges, c'est qu'ils sont trop malins. C'est assez couillon. Comment se construit la préférence? Déjà, il faut que vous soyez présent dans l'esprit de vos clients. Parce que si effectivement, il ne vous connaît pas, il ne vous reconnaît pas, ça ne sert à rien. Je vais détailler tout ça, bien sûr. Hein. Et notamment les 3 points sur lesquels vous avez la main, dont on va reparler dans les tables rondes après. L'offre, parce que le commerce, ça reste toujours l'échange d'une marchandise contre un peu de pognon. Le service, c'est qu'est-ce que je mets autour de ma transaction. Et la relation client, c'est quel est le cadre, comment on se nourrit, comment se passe la relation entre le commerçant et le client. Voilà. Ça, c'est les clés de la préférence. Et on va les détailler. Je vais vous prendre des tas d'exemples vus sur des petits magasins, grands magasins, en France, ailleurs, spécialisés, généralistes, peu importe, pour vous illustrer des convictions sur le sujet, dont il faudra, je vous le redirai à chaque fois, fonctionner par analogie, parce que le but, c'est pas de vous dire, là, je vais faire pareil, non, non, c'est qu'est-ce que, dans cette idée-là, je peux m'approprier comme idée derrière dans mon commerce avec mon contexte? Parce qu'évidemment, chaque commerce est par principe différent, donc il faudra fonctionner par analogie, toujours en ayant en tête que ce qui compte, c'est la valeur de l'euro dépensé, et qu'il ne faut pas forcément adresser les 3 sujets de la même manière. Pour vous convaincre de ça, je vais prendre le contre-exemple absolu pour démarrer. Qu'est-ce qu'a fait Total depuis quelques années? Eh bien, ils ont supprimé tous les services, en tous les cas pour cette marque Total Access, toute relation client, puisque vous êtes seul avec votre pompe et votre carte bancaire, mais par contre, ils vous garantissent que c'est de l'essence Total. Sous-entendu, après chacun est juge, hein, sous-entendu, c'est pas la même chose que de l'essence Carrefour, merde. Voilà. Ben, vous avez vu qu'on peut très bien suivre une stratégie de préférence sans forcément adresser les 3 sujets. Mais par contre, il faut le faire bien comme il faut. Donc c'est très assumé. Vous allez chez Total Access, il n'y a plus de service. Ben oui, c'est fait exprès. Parce qu'au moins, on vous dit, j'ai enlevé tous les services, mais j'ai mis ça dans le prix. Il n'y a plus de bonhomme à la caisse, ou rarement. Ben oui, tout simplement parce que du coup, ça vous coûte moins cher, etc., etc. Donc, il ne faut pas absolument chercher les 3. Mais par contre, quand vous avez décidé d'en chercher un, faites-le bien. Donc, on va commencer par l'offre. Alors, déjà, il faut se rappeler quelques évidences. Le commerce sera toujours une transaction entre, d'un côté, un produit ou un service, parce que c'est la même chose, hein, pour cette démonstration-là, et du pognon. Donc, le mec qui ne s'intéresse pas à ce qu'il propose, ce qu'il vend, est-ce que ça correspond à un besoin? Est-ce que j'ai le dernier produit? On va prendre un exemple tout con. Aujourd'hui, il y a un truc qui marche du feu de Dieu, c'est les cigarettes électroniques. Le mec qui n'est pas un peu en avance d'un temps sur ses concurrents, sur les mélanges. Il y en a un qui va proposer anis, chocolat, enfin, j'y connais rien parce que je ne fume pas de manière électronique. Il sera en retard par rapport à celui qui, lui, sera à créer éventuellement ses propres mélanges pour se différencier de ses concurrents, etc., etc. Parce que le commerce, c'est toujours un échange d'un produit que je veux, que je désire, et d'une somme d'argent. Donc, travaillez déjà sur le désir. Deuxièmement, et c'est induit du premier, c'est que n'oubliez jamais qu'un commerçant, c'est pas juste un mec qui fait passer les plats. Vous avez votre rôle de sélectionneur d'offres. Moi, je vois trop souvent des commerçants qui prennent le catalogue. Bon, allez, je prends ça, je prends... Non, mais vous avez votre rôle de sélectionneur d'offres. C'est vous qui connaissez votre zone mieux que le représentant qui va passer en tentant de vous fourguer tous les produits qu'il a dans le catalogue.
Vous êtes non pas un revendeur, vous êtes, avant de revendre, vous êtes un sélectionneur d'offres. On ne peut pas considérer que tous les produits se valent dans toutes les zones de France. Merde, moi qui arrive de Bretagne, qui arrive à Saint-Quentin, ça ne ressemble pas à la conso ici et chez moi, et vice-versa d'ailleurs. Bon, donc si vous fonctionnez sur des moyennes et des machins... Non, vous avez une valeur ajoutée de commerçant en connaissant l'attente de la demande chez vous. Et puis enfin, sur l'offre, vous aurez peut-être deux commerçants qui ont la même offre, sauf qu'il y en a un qui va se faire un peu plus mal pour donner de la valeur à l'offre. Et je vais vous montrer quelques exemples. Et ça participera à la valeur de l'euro dépensé. Si, pour le même prix, avec le même produit, chez vous, j'ai le sentiment qu'il y en a plus, c'est pas que de la quantité, c'est très conceptuel, ben, ça finira par être d'un meilleur rapport qualité-prix chez vous que chez l'autre, puisque vous m'en demanderez pas plus. Donc c'est cette idée de la valeur de l'offre. Alors, quelques exemples, et toujours en vous recommandant, fonctionner par analogie. Parce que si vous ne tenez pas un magasin de téléphonie, pardon, si vous ne tenez pas une station-service, je pensais que c'était le premier exemple, vous n'allez pas comprendre. Donc, allez chercher par analogie. Total, il a encore les vraies stations Total. Sauf que qu'est-ce qu'il a fait sur le travail de l'offre, puisque là on est bien sur l'offre, il vous vante une gamme qui est différente. Il vous explique que vous allez mieux protéger votre moteur, vous allez faire plus de kilomètres que... Alors là, moi je ne suis pas expert en carburant, je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou pas. Je pense qu'on aura autant de conviction que de personnes dans la salle. Peu importe. Dans tous les cas, vous voyez bien le travail qu'il y a derrière. C'est OK, ça vaut plus cher. Ouais, mais je te dis que c'est pas pareil. Et au moins, je sème le doute par rapport au carburant de chez Leclerc ou de chez Carrefour. On est dans la valorisation de l'offre. Mais on peut être chez Leclerc précisément, et il me vend cette crème fraîche qui est faite dans l'usine qui est à 10 km de la ville. Le simple fait de le dire est un élément de valeur. Vous voyez, même un produit en libre-service ultra banalisé comme de la crème peut avoir une valeur, à condition de se demander qu'est-ce que je peux dire à mon client. Quand vous êtes... alors, on est à New York. Si vous regardez bien à droite, vous avez les tours de Manhattan au fond par-dessus la verrière. Ce supermarché, il a décidé de faire pousser ses salades sur son toit. Pourquoi? Parce qu'il va vous expliquer, il n'y a pas plus frais. Ah oui, effectivement, quand on le présente comme ça, il n'y a pas plus frais. Alors après, on peut discuter des heures et des heures sur est-ce que ça induit vraiment un changement? Non, mais ne mettez pas du rationnel, là. Allez chercher dans les exemples ce que ça veut dire. Ah ben oui, tiens, c'est vrai, vous faites. Si je dis que c'est fait ici, ben c'est forcément meilleur que si c'est fait là-bas. Alors après, ce n'est pas forcément transposable dans tous les marchés. Comment donner de la valeur à une offre? Ben, en créant une offre originale. Est-ce que vous pensez que on attend un hypermarché Auchan pour avoir un vin, la cuvée Auchan? Je ne sais pas si c'est bien ou pas. En tous les cas, c'est un élément de valorisation de l'offre. Si je suis à Paris dans les Monoprix, on me vend dans le magasin le miel des ruches qui sont sur le toit. Vous savez, à Paris, il y a énormément de ruches sur les toits des immeubles haussmanniens. Vous voyez bien que le miel là qu'on va me vendre, si vous l'achetez, ce n'est pas pour des problématiques de prix, parce que je vous prie de croire qu'il est cher. Hein. C'est bien pour autre chose que vous l'achetez. C'est qu'on a su donner une valeur différente à l'offre. C'est le miel qui est au-dessus. Oh la vache! Vous n'en êtes pas à discuter le prix quand vous en êtes là. Donc on peut très bien s'émanciper du prix. Attention, quand on met l'élément de valeur qui correspond en face. Quand une opération comme les foires aux vins sont ultra banalisées, on en voit partout. Toute l'année, tous les automnes, il y en a partout. Eh bien ce magasin, il a décidé de prendre un angle original, qui est une façon de travailler par l'offre, la valeur de sa proposition. Il n'a présenté que des vins de femmes. C'est original. C'est-à-dire, c'est des vins de vigneronne. Et elle était là, elle disait, voilà, c'est moi, je m'appelle Valérie Duchemol, là, voilà, c'est moi qui fais le vin. On est bien sur un élément de valorisation de l'offre. Un autre élément de valorisation de l'offre, c'est de comprendre que les clients ne veulent pas acheter tous pareil. Alors après, là, vous avez de la pseudo-personnalisation. On est chez Deviane. On va vous proposer une taille de chemise, mais ça existe déjà de fait, hein, parce que vous n'achetez pas tous des tailles, je sais pas, 41-42, si vous faites du 43-44 ou du 38-39. Mais on va vous dire, c'est toi qui vas choisir les manches que tu veux, le col que tu veux, c'est-à-dire on va prendre dans des choses qui sont déjà faites. Ce n'est pas de la vraie personnalisation, ce n'est pas du tailleur sur mesure, et on va vous assembler, et il n'y aura que toi qui aura cette chemise-là. Un élément de valorisation de l'offre par la personnalisation. Mais regardez, mais tout le monde fait ça. Et de manière, je ne sais pas, vous avez peut-être fait ça pour vos gamins. Aujourd'hui, vous téléchargez sur le site de Nutella une étiquette avec votre prénom dessus, vous l'imprimez, vous la collez. C'est-à-dire que cette idée de dire « j'ai fait quelque chose que pour toi », c'est quelque chose qui est attendu par les clients. Parce qu'il n'y a rien de pire, regardez, vous mesdames, je caricature un peu encore une fois, mais le jour où vous rencontrez une femme qui dans la rue ou dans une manifestation comme ici est habillée comme vous, ça vous fait plaisir ou en rentrant à la maison, vous dites « putain, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Oh la vache, la vache, la vache. » Bon, ben c'est bien l'illustration de ça.
C'est qu'on ne veut surtout pas consommer comme l'autre. Alors, il se trouve qu'on a des goûts qui finissent par se ressembler. Je ne parle pas vestimentairement, je parle sur l'ensemble de la conso. Mais pour le temps, dès que vous êtes capable de proposer ce petit doigt qui fait que ce que vous proposez est différent, vous êtes plutôt dans la bonne direction. Alors après, ça peut être le travail de l'offre par la non-offre. Chez Botanique, aujourd'hui, on vous dit qu'il n'y a pas de mobilier de jardin en PVC. Et on le revendique. C'est-à-dire, on travaille l'offre, on dit « Ah non, non, mais chez moi, il n'y en a pas ». Sous-entendu, ce qu'il y a, c'est que ça correspond à autre chose. Peut-être que ça correspond même à ta philosophie, tout simplement. C'est les premiers à avoir supprimé aussi les pesticides pour les phytos, voilà, pour l'entretien végétal. Alors aujourd'hui, c'est assez suivi. Mais à la base, c'est « je dis ce que je n'ai pas pour faire comprendre ce que j'ai ». Waouh, c'est quand même couillu, mais ça fonctionne. L'autre exemple, c'est Biocop, en matière alimentaire. Biocop vous dit eh ben, moi, en février, il n'y aura pas de fraises. Hein. Ce n'est pas la peine d'en chercher chez moi. Il y en aura chez Carrefour, chez Leclerc. Non, ok. Chez moi, il n'y en aura pas. Venez pas en demander, il n'y en aura pas. Parce que c'est de la contre-saison et je ne veux pas de contre-saison. Vous voyez comment, par la non-offre, on peut capitaliser sur son offre. Après, vous pouvez aussi faire travailler le client sur ce qu'on appelle le commerce collaboratif. C'est-à-dire comment je lui fais concevoir une partie de l'offre. Alors, vous avez trois choses. Soit il va co-créer avec vous, c'est-à-dire ça c'est le truc le plus ambitieux, vous le mettez quasiment dans votre bureau d'études ou dans votre salle de référencement ou dans votre cadencier en disant qu'est-ce que tu veux. Soit vous avez présélectionné des choses et vous dites tu choisis ça ou ça. Donc là vous voyez le premier cas de figure c'est il a créé sa propre pizza, c'est en anglais social pizza, ça ne veut pas dire pizza pour les RMistes, hein. Ça veut dire pizza qui est faite par les gens, social pizza. Donc chez Domino Pizza, tous les ans, on vous fait faire, soit c'est aux États-Unis, une recette, et ça va être la recette des clients. Danone, deuxième choix, donc c'est on lui fait choisir entre deux parfums, tous les ans depuis 2012. Danette vous fait choisir le parfum que vous voulez. Il en a fait 2 ou 3, et vous dit, tu choisis quoi? Ou enfin, autre façon de mettre le client dans la boucle, c'est lui dire, voilà, j'ai choisi ça, valide-le. Et si tu dis non, je l'enlève, si tu dis oui, je le garde. Mais dans tous les cas, c'est une façon de mettre le client dans la boucle de la conception de son offre commerciale. Deuxième idée, les services. Alors les services, c'est par principe un sujet très large, c'est tout ce qui accompagne la vente. Ça peut être le fait de venir livrer la machine à laver, voire de l'installer, voire de repartir avec l'ancienne, voire d'aller mettre l'ancienne à la déchetterie. Ça peut être ça. Attention, pour que c'est une valeur pour moi, il faut que ça corresponde à un besoin. Parce que si c'est quelque chose qui représente un effort pour vous, admettons, mais qui pour moi ne représente rien, vous aurez dit « Ah, mais moi j'en fais du service ». Oui, mais pour moi ça vaut 0, donc c'est pas du service. N'oubliez jamais qu'au-delà même des efforts que vous faites, ce qui compte, c'est ce que le client perçoit. Celui qui me dit « Moi je fais le meilleur ceci ou le meilleur cela de la région », et que ce n'est pas étayé par le fait que ça soit mesuré par des clients qui le disent, ok, il a ses convictions, très bien, mais pour moi ça ne veut rien dire. C'est bien le client qui a raison, même quand il a tort, malheureusement, tout simplement parce que c'est lui qui a le pognon. Alors celui qui ne l'accepte pas, il va mourir avec ses certitudes. Bon, ok, c'est une mort qui est noble, mais tant qu'à faire, moi je préfère vivre encore un peu. Donc ce qui compte, ce n'est pas l'ampleur des services que vous mettez sur la table, c'est ce que le client perçoit comme étant une valeur de service. Et enfin, autre type de service, c'est tout ce que vous pouvez mettre en place pour rendre finalement l'usage du produit plus fructueux, grâce auquel on se dira « Ah ouais, mais tout ça, c'est grâce à lui ». Et vous allez voir quelques exemples par rapport à ça. Toujours pareil, en se demandant « Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour moi ?» Je vous rassure, tous les exemples, toute la presse, elle est à votre dispo si vous le souhaitez. Je vais vite, mais c'est parce que malgré tout, on n'a qu'une heure. Quand vous achetez par exemple un forfait, cette pub est vieille, mais ce n'est pas parce qu'elle est vieille que l'idée qu'il y a derrière n'est toujours pas rafraîchissante, chez SFR, bien on vous explique qu'il n'y a pas que le prix. Il y a autre chose quand vous achetez une ligne de téléphone. Ben oui, il y a par exemple la qualité du réseau. Parce que vous avez beau avoir le forfait le moins cher, si vous êtes mal couvert, ça ne sert à rien. C'est ça la notion d'écosystème. SFR vous dit, ok, il y a le prix, mais pour ce prix-là, tu as tout ça. Et ça, ce sont des éléments de service. Il y a une relation client, il y a un taux de couverture, il y a je ne sais pas ce qu'il raconte, il y a le réseau le plus complet, il y a l'assistance qui est incluse, etc., etc. Tout ça sont des éléments de service qui vont rendre l'écosystème fructueux. Parce que non seulement j'aurais choisi le produit par rapport au prix que je voulais mettre, mais l'usage sera rendu plus fructueux, et donc du coup, ça redonnera après coup du corps à « j'ai bien fait de le choisir à lui ». Sous-entendu, le jour où il va falloir rechoisir, c'est d'abord vers lui que j'irai ou que je me tournerai. Hyper détail, mais ça illustre bien ça.
Dans cette boîte, ça s'appelle Williams-Sonoma, pour ceux qui connaissent l'enseigne du bruit dans la cuisine. C'est la même chose, sauf que c'est aux États-Unis. Pour faire plus chic, il faut toujours mettre quelques exemples américains, mais pour le coup, en matière de service, ils sont quand même quelques années-lumière avant nous. Dans cette enseigne-là, tous les mardis, je crois que c'est ça, voilà, mardi, every Tuesday, si vous apportez votre couteau, quand bien même vous ne l'avez pas acheté chez lui, on vous l'affûte. Ben, je vous prie de croire que quand vous cuisinez un peu et que vous avez un couteau affûté, c'est autre chose. Hein. Et quand vous êtes capable de refaire le lien avec, ben oui, moi je vais chez Sonoma tous les mardis pour me le faire, pas tous les mardis parce que ça ne s'use pas à ce point-là, mais voyez bien que c'est l'enseigne crée un écosystème vertueux à l'usage de son produit. Et la fois où il faudra acheter un couteau, vous l'achèterez où d'après vous? En tous les cas, vous irez d'abord voir chez lui. Alors si après il n'est pas bon sur l'offre, vous ne l'achèterez peut-être pas chez lui. Mais en tous les cas, il sera en top of mind, comme on dit, c'est-à-dire en première pensée lorsque ça viendra. Après, vous avez le vrai service rendu. Je reviens chez Total un instant. Qui ne s'est jamais arrêté chez Total parce qu'il avait la certitude qu'il y avait des gants et qu'il n'allait pas sentir le gasoil sur la main après avoir fait le plein? Alors ça vaut rien. Hein. Le gant, ça vaut 0. Mais demandez-vous si ça n'a pas une énorme valeur perçue. C'est typiquement ce genre de choses auxquelles vous devez réfléchir dans vos commerces. Qu'est-ce qui coûte rien et qui fait beaucoup d'effets? Il y en a des choses hein, quand vous réfléchissez un peu. Vous pensez bien, je reviens un instant en arrière, ça coûte rien à la boîte, hein, à l'enseigne. Mais ça fait beaucoup d'effets. Ça coûte encore moins. Alors, sauf évidemment quand vous avez 3 couillons qui passent avant vous et qui prennent chacun une grosse poignée. Peut-être tu l'as fait, toi, ça se voit, parce que sinon tu n'aurais pas compris aussi rapidement ce que je voulais dire. Bon, mais sinon, vous voyez bien que ça coûte rien. Le gant en tant que tel, ça vaut 0. L'effet rendu, il est autrement plus gros que le prix réel du produit. C'est ce qu'on appelle les petites attentions qui valent beaucoup. Voilà, parce que ça vaut beaucoup vu du client. Un autre exemple, quand vous êtes, admettons, au ski, vous allez faire vos courses chez Sherpa, eh ben on vous explique qu'on vous prête tout. Et on vous met à l'aise en vous disant que vous n'êtes même pas obligé d'acheter si vous voulez. Sauf que dans les faits, celui qui va être capable d'aller demander l'appareil à raclette sans acheter sa raclette, je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais il faut quand même une certaine dose d'audace pour y arriver. Mais le simple fait de le dire. Après, il y en a qui me disent « Oui, mais moi je fais tout ça ». Et est-ce que tu lui dis « Ah oui, mais non, mais les clients le savent ». Non, attendez, ce qui va sans dire va toujours mieux en le disant. Règle numéro 1 du commerce. Hein. Ce qui va sans dire va toujours mieux en le disant. Donc lui, il vous le dit, il vous dit « Chez moi, il y a tout et je te le prête ». Sur les services, on peut travailler ce qu'on appelle aussi la réassurance client. Ça veut dire tout ce que l'on met en place pour que le client doute le moins possible. Parce que le doute est l'ennemi de l'achat. Hein, regardez-vous quand vous êtes dans un secteur qui n'est, admettons, pas le vôtre, vous êtes sur le point d'acheter un canapé ou une table basse ou je ne sais pas quoi, on va supposer que personne n'est dans le meuble, vous êtes en train de discuter en couple parce que c'est des achats impliquants, et puis il y en a un des deux qui dit à l'autre « Mais t'es sûr que ça va passer sous la télé ou dans la porte ou le machin ?»« Oh putain la vache, ah oui c'est vrai. » Et même physiquement, vous risquez de reculer. Dire, oh là là là, la boulette, je n'ai pas vérifié ou je ne suis pas sûr. Et là, ça crée quoi? Du doute. Donc le doute, c'est, ça ralentit l'intention d'achat parce que pour le coup, vous allez dire, bah attends, ouais, tu as raison, on va vérifier. Donc chaque fois que vous ne gommez pas le doute qu'il peut y avoir, forcément, vous ne transformez pas toutes les intentions d'achat. Et donc là, le fait, par exemple, ce que fait Darty depuis toujours, c'est d'aller au-delà de la norme sur le service ou les garanties, ou ce que fait Ikea, là, de manière précise, sur ces produits-là, la garantie, c'est 2 ans. Ikea, systématiquement, sur l'électroménager, c'est 5 ans. Voilà. En gros, qu'est-ce que je vous dis? Tu peux y aller. Tu peux y aller. Tu ne prends pas de risque chez moi, puisque je te le garantis 5 ans. Alors évidemment, ça a un coût. Mais après, ça se modélise le coût. C'est est-ce que ça le vaut par rapport au nombre de clients supplémentaires que ça me rapporte. Après, vous avez, en très mauvais français, le must-have, c'est-à-dire ce qu'il faut avoir aujourd'hui en termes de service. Quand vous-même, vous allez par exemple dans un magasin qui n'est pas le vôtre, pour acheter un bien dans lequel vous êtes très investi, vous allez dire, waouh, allez, ça, j'y vais aujourd'hui. Vous arrivez dans le magasin, admettons, vous allez à Ikea à l'autre bout de la France, je caricature, mais enfin Ikea, je ne sais pas. Il y a un Ikea à Laon, à Reims. Oui, à Reims. Bon, allez à Reims, vous allez pas y aller en 10 minutes non plus. Bon, vous arrivez à Ikea, le produit que vous étiez venu chercher, il n'y est pas. Comment vous réagissez? Oh putain, merde, j'ai encore perdu 2 heures. Voilà. Bon. Aujourd'hui, avec les outils de base de la connaissance, vous pouvez donner accès à vos stocks, vous pouvez renseigner vos stocks sur des produits comme ça. Ikea aujourd'hui le fait. Vous savez à l'avance si vous voulez le lit bébé 180 x 80, je ne sais pas quoi, nanana, vous savez s'il est en stock ou pas. C'est-à-dire qu'on va vous dire à l'avance si ça vaut le coup de vous déplacer. Ben, si ce n'est pas un sacré putain de service, ça je ne m'y connais pas. 3e sujet, la relation client. Ben, la relation client, c'est d'abord une affaire de posture. Est-ce que vous êtes avec ou contre votre client? C'est aussi bête que ça. Je vais vous prendre un exemple. Quand vous êtes, par exemple, dans une grande surface impersonnelle, vous êtes en train de faire vos courses et vous cherchez, au hasard,
le cirage, les boîtes d'allumettes ou la vache qui rit, c'est-à-dire les trucs dont vous ne savez jamais à l'avance où ils sont précisément. Donc vous interpellez le premier employé qui passe, vous savez où est le cirage? Oui, oui, bien sûr. Là, vous allez à droite, vous tournez et en bas, vous regardez. Ok, donc le mec, en fait, il a tout sauf pris votre problème, qui était, je vous rappelle, où est le cirage. Donc en fait, voilà, il l'a pas pris. Lui, il est persuadé de vous avoir répondu. Sauf que la relation client, c'est binaire, c'est blanc ou noir. Il n'y a pas de gris. Soit il a pris le problème, ben bougez pas madame, je vais vous expliquer. Tiens, suivez-moi, venez. Vous voyez, c'est là. Ici. Donc là, en fait, il a pris mon problème, et quand je suis arrivé devant ce qui n'était plus le problème, il me l'a rendu. Il n'y a plus de problème. Donc là, il était avec moi. On est avec ou contre moi, c'est pas possible autrement. Si je vous dis oui, vous êtes contre moi. Le client, c'est comme ça qu'il le perçoit. C'est très binaire, la relation client. Le commerçant est avec moi ou contre moi. Affaire de posture, déjà, il faut l'entendre. Deuxièmement, toujours avoir en tête, pour rebondir sur ce que je disais précédemment, ces petites attentions qui font toute la différence. Parce que les gants total, ça peut être à la fois un service et ça peut être aussi un élément de la relation client qui montre au client à quel point il est quelqu'un pour moi. Et enfin, forcément, vous avez besoin de vous interroger sur comment entretenir cette relation. Il y a des outils phénoménaux aujourd'hui qui ne vous coûtent pas un rond, qui vous permettent d'entretenir cette relation à condition de la faire vivre, parce que si c'est juste avoir un compte Twitter, une page Facebook ou un site pour l'avoir et de jamais changer, il vaut mieux pas l'avoir, je vous le dis tout de suite en tous les cas, c'est le fond de ma pensée, on verra ce que diront tout à l'heure ceux qui interviendront là-dessus, ou ça peut être aussi le fait d'événementialiser votre offre, c'est-à-dire de rendre le côté rendez-vous, vous faites des choses différentes des autres, et là aussi fonctionner par analogie. Quand Castorama me dit « Vous vous êtes trompé sur la coupe du verre ou du bois, bougez pas, je vous le recoupe, et c'est pour moi », vous voyez bien qu'il est avec moi, il n'est pas contre moi. Parce que le commerçant lambda, qu'est-ce qu'il va dire? Ah ben ouais, mais il ne fallait pas se tromper, ma petite dame. Ah, je peux vous le refaire, hein, mais il ne fallait pas se tromper. Sous-entendu, tu vas raquer. Bon. Vous voyez qu'on est bien dans une affaire de posture. Alors après, on me dit, ah oui, mais comment on fait pour financer? Oui, attendez, le commerçant qui veut gagner sur tout, c'est qu'il n'a pas compris que le commerce, par principe, est péréquation. Par principe. Le commerce est péréquation. Et qu'il ne faut pas chercher à gagner sur chaque acte, il faut chercher en gros à gagner, ça c'est sûr, mais pas forcément sur chaque acte. Là, vous voyez, on est dans une affaire de posture, vous avez aussi le droit de vous tromper, c'est pour moi. Pour ceux qui sont déjà allés ou qui vont de temps en temps bouffer chez McDo, faites le test, rapportez les frites en disant elles ne sont pas très chaudes, mais vous allez voir. Mais ok monsieur, pas de problème, bougez pas, je vous en refais tout de suite. On ne va pas tenter de discuter quoi que ce soit. Mais vous êtes sûr qu'elles sont vraiment froides juste pour ne pas donner un paquet de frites? C'est une affaire de posture, la relation client. Quand je garantis à vie, je suis dans la posture, ça veut dire avec moi, pas de doute. Il n'y a pas de problème, c'est garanti à vie. Quand par exemple, vous me donnez des services, par exemple ici je suis aux Galeries Lafayette, et que vous m'expliquez que les retouches ça vaut 8 € en temps normal, mais si vous êtes client porteur de la carte de FID, alors après chacun a ses programmes de fidélité, c'est gratuit. Ce n'est pas le fait de faire gratuit qui m'intéresse là, c'est de montrer bien qu'il y a deux vitesses dans les clients, et que je ne suis pas un client ordinaire, je ne suis pas un client comme les autres. Quand je veux créer l'événement, c'est une façon de nourrir ma relation client. Regardez ce que fait Desigual pour chaque ouverture de magasin. Les 150 premiers qui se présentent en calbute et en soutien, que je caricature, mais c'est quand même la réalité, voilà, ils rentrent dans le bouclard, ils s'habillent et ils ressortent gratos. Voilà, pour événementialiser et pour créer de l'affect entre la marque et sa communauté, c'est quand même pas rien. Évidemment, il y a le fait d'avoir Monoprix, par exemple ici, à 1 million de fans sur sa page Facebook. C'est l'enseigne qui, dans les grandes enseignes, a le plus de fans. Alors si je fais rien, c'est complètement con. Si je l'entretiens, c'est parfait parce que pour le coup, je crée un lien que j'alimente à zéro, hein, parce que ça coûte, enfin zéro, tout est relatif, mais c'est vraiment du marginal. Mais attention, je suis obligé de l'entretenir. Parce que si je vous envoie tous les matins, visiblement il y en a un à convaincre, là j'ai l'impression qu'il l'est déjà, mais si je vous envoie tous les matins le même journal, avec les mêmes infos et les mêmes résultats du foot, pendant 1 an, je pense qu'au bout d'une semaine, vous ouvrez déjà plus le journal que je vous envoie. Ben, c'est exactement ça l'image. Allez, 4 dernières pour la route, parce que je suis pas bien sûr, vous avez bien compris ce que je voulais vous dire. Non, pour être bien sûr, je vous rassure. 4 images. Quand vous allez chez Decathlon, même quand vous achetez du premier prix, c'est-à-dire de la merde, hein. Si, mais le premier prix, ça ne va pas vous faire la super qualité pour le premier prix, ça n'existe pas. Bien même sur le premier prix, ça a de la valeur.
C'est les produits bleus, vous savez, pour ceux qui vont de temps en temps là-bas. Bon, on vous explique que ce t-shirt machin, liberté de mouvement, coupe ample. Ah ben, tu m'étonnes, il est tellement pas stylé qu'il est difforme. Oui, mais quand vous faites du sport, vous avez envie d'être moulé, là, serré avec les têtes... Non, excusez-moi, voilà. Non, vous avez compris, visiblement. Ou est-ce que vous voulez un truc qui... ample. Vous voyez, ça a une valeur d'avoir du non-style. On vous explique qu'il n'y a pas de couture sur les côtés. Tu penses, on n'allait quand même pas investir dans de la couture non plus. C'est un sac qu'on a coupé, on a fait un trou ici pour le col. Je caricature encore, mais vous voyez bien comment d'éléments qui sont en apparence des signaux négatifs, j'arrive à vous faire de la valeur. Mais finalement, ce t-shirt-là de 95, ah ouais, ben dis donc. Ben évidemment, si vous le vendiez 10, ça ne valait pas le faire non plus. Hein. Un autre exemple, sur les services. Parce que là, vous voyez, pardon, je vous le redis, on était sur l'offre. Comment donner de la valeur à son offre? Ce qui doit vous animer. Sur les services, pensez client, nom de Dieu. Dans ce magasin, ben pour ceux qui font les courses, quand vous achetez de la farine, vous savez ce que ça fait? Il y en a partout. Bien, vous voyez, j'ai foutu un petit dévidoir à sac sur le rayon farine. Il n'y a pas beaucoup de magasins comme ça. Juste pour votre gouverne, comme ça vous le ressortirez, c'est le magasin de Serge Papin. Vous devez connaître à peu près qui est ce personnage, puisqu'on le voit beaucoup dans les médias. Bon, à la Châtaigneraie, en Vendée. Bon. Mais le jour où je suis tombé là-dessus par hasard, j'ai trouvé ça génial. Mais effectivement, c'est tout con. Ça coûte 0, hein. 0. Et puis enfin, encore une fois, hein, pour faire chic, on va repartir aux États-Unis. Je voudrais vous parler de cette enseigne qui s'appelle Container Store. Je vous ai mis la façade parce que je pense qu'elle n'est pas connue. En gros, c'est un magasin qui vend tout pour le rangement. Bon. À l'intérieur, parce que c'est surtout ça qui m'intéresse, on vous explique shop, enfin go and shop, c'est-à-dire fais tes courses, comme tu veux. C'est toi le patron. Si tu veux, tu scannes, c'est-à-dire tu bipes au fur et à mesure et on te livre chez toi. Tu cliques chez toi et on te livre chez toi. Tu cliques et tu viens le chercher, ou alors tu colles, tu appelles, et tu viens le chercher. C'est-à-dire, on vous dit, c'est toi le patron. C'est pas toi qui vas t'adapter à moi, c'est moi qui m'adapte à toi. Et voyez que ça change tout sur la posture dans laquelle vous êtes par rapport à votre client. Je ne dis pas que vous ne l'êtes pas, je vous rassure, je ne suis pas complètement con, mais c'est juste pour vous montrer que même lorsque les grosses enseignes ont compris ça, ça vous oblige, vous, à être bien certain que vous l'avez compris aussi. Parce que si les gros se mettent à avoir l'avantage des petits, au sens de ceux qui connaissent leurs clients et quasiment avec leur prénom, s'ils en sont au même niveau de flexibilité, faites-vous encore plus mal pour mériter la préférence de vos clients. Et c'est la dernière, on a commencé à 11, il est 12, je suis vraiment confus, j'essaierai de te rembourser ça tout à l'heure. La fois où je suis arrivé dans ce supermarché où j'ai fait mes courses, je suis passé en caisse et la caissière a ouvert les boîtes d'œufs. Je dis, mais pourquoi vous les ouvrez? Ben, elle me dit pour vérifier qu'il n'y en a pas qui sont cassés. Oh putain la vache. Ah ben là je me suis dit que j'étais quelqu'un. Parce que ça veut dire qu'en fait, la caissière, elle prend le temps qu'il faut pour s'assurer que, entre guillemets, elle ne m'a pas volé. Ou que dans ce magasin, on m'a vendu un truc loyal, marchand, sincère, tout ce que vous voulez. Mais vous voyez bien qu'avec un petit rien du tout, ça a fait un énorme effet parce que je me suis dit, ben oui, dans ce magasin, le vrai patron, c'est moi. Et très souvent, ou trop souvent, pardon, pour être tout à fait exact, on a l'impression que dans le commerce, le patron, c'est le commerçant. Oubliez ça, c'est le client. Et si vous n'en êtes pas convaincu, vous serez incapable d'aller sur la voie de la préférence. Et si vous n'allez pas sur la voie de la préférence, vous finirez forcément oublié de vos clients parce qu'ils auront plein d'autres façons, plein d'autres lieux de s'approvisionner. J'en ai terminé. Merci. Merci Olivier. Merci Olivier, bravo pour l'intervention. Merci à toi Olivier. Tu nous as pris 2 minutes, ça va, on t'en veut pas parce que c'était vraiment passionnant.